D'accord. Alors, bonsoir à tous et toutes. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour la conférence débat, euh, le syndrome de l'imposteur, avec comme sujet comment le doute sur nos compétences sont un frein à notre succès. Alors, je vais d'abord donner quelques indications pour bien que le débat, la conférence se passe au mieux. Je vais demander à chaque participante d'allumer la caméra, d'être dans un endroit calme, avec une bonne connexion. Et le dernier point que je veux demander, c'est votre intervention sur certains points dont on demandait d'échanger et votre participation tout au long de la conférence débat. Je co-anime la conférence avec ma collègue Rosine. Nous allons nous passer la parole et nous allons intervenir sur divers points. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que le son, c'est bon? OK, d'accord. Alors, la conférence débat va se dérouler ainsi. Pour commencer, on va d'abord ancrer par le vif du sujet. On va parler du syndrome de l'imposteur. Nous allons échanger ensemble pour trouver une définition avec divers exemples. Par la suite, on va parler des signes précurseurs qui nous montrent, qui nous alarment sur le syndrome de l'imposteur. Et après avoir eu ces signes, nous allons parler des points d'action. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour pouvoir stopper les syndromes de l'imposteur? Et bien en avant, il y aura des activités. À la fin, pour conclure, nous allons vous donner des livres de la littérature pour étayer votre curiosité, pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé, d'aller lire des livres et savoir un peu plus à ce sujet. Et on passera par la conclusion avec diverses questions. Alors, quand on parle du syndrome de l'imposteur, alors je vais agrandir l'image. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Là, j'ai besoin de votre participation. Quand vous écoutez le mot, est-ce que c'est la première fois que vous écoutez syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça, en attendant ce mot? Est-ce qu'il y a une personne qui veut prendre la parole? Alors, Bruno, je te donne la parole. Ok, d'accord, merci. Bonsoir à tous. Et si je vois syndrome de l'imposteur, ça me dit pas grand-chose. Mais d'après mes réflexions, si je dois faire allusion au mot imposteur, c'est quelqu'un qui se prend dans la peau d'une autre personne. Il n'est pas OK. cette personne, mais il se met dans la peau d'une autre personne. OK. Et est-ce que vous avez... OK, d'accord. Donc, ça me va comme on va en discuter par après. Est-ce que quelqu'un... Merci, Bruno. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son avis? Monsieur Aka? Est-ce que... Oui, OK, d'accord. ce que je voudrais dire, je continue. Oui, oui, oui. Voilà. Ce que je voudrais dire, j'entends, il y a deux mots-clés dans cette phrase. Syndrome de l'imposteur. Syndrome, ensuite imposteur. Alors Mhm. pour moi, syndrome, c'est un comportement. Et l'imposteur, c'est celui qui prend la place d'une personne alors qu'il ne la mérite pas. C'est ça un imposteur selon moi. Il prend la place qu'il ne mérite pas. Cette place revient à une autre personne, mais il la prend. Donc, c'est le comportement d'une personne qui prend la place d'une autre, alors qu'elle n'en mérite pas. Voilà comment j'interprète ça, pour comprendre. D'accord. OK. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son avis? Oui, Raouf. Merci, Monsieur Aka. Ok, super. Alors, j'irai dans le sens des deux autres en ajoutant que
Ça, moi, pour moi, c'est comme c'est un étranger. Je vois quand je lis le syndrome de l'imposteur, c'est être dans la peau d'un étranger. C'est ce que moi, je vois. Ok, ça marche. Merci pour votre participation. Alors, vous avez tous, dans les paroles que vous avez dit, on a vu syndrome, on a vu imposteur. Alors, je vais vous donner une définition, on va dire une définition académique, hein. Le syndrome d'imposteur, c'est une tendance psychologique. Là, on a à l'intérieur et à la peur. Donc, vous avez mis imposteur, donc il y a peur et la remise en question de tout ce qu'on établit. Donc, la personne qui a le syndrome, elle a tendance à attabler ses propres réussites et à se mettre un baisse estime de soi et à se mettre en échec. Ça, c'est une réponse, on va dire, académique. Et maintenant, pour être sûr et certain qu'on connaît qu'on a une bonne définition, on va mettre une sorte de quiz. Alors, j'ai mis trois personnes avec différentes situations et j'aimerais que vous me donniez un retour sur est-ce que parmi ces situations, est-ce que c'est la A, la B ou la C ou les croix qui font office de syndrome d'imposteur? Pour la A, on a un jeune diplômé en médecine qui demande toujours la validation de son chef. En B, on a un employé qui a reçu une promotion, mais qui se culpabilise de demander une démission par rapport à sa promotion. Et en C, on a le cadet d'une famille qui est toujours comparé à sa petite sœur, qui ne voit pas ses prouesses, ou même si c'est qu'elle fait, elle est toujours mise en avant et elle se compare. Alors, qu'est-ce que vous en pensez parmi ces trois personnes qui sont sujets au syndrome de l'imposteur? Alors, je vais demander à Ferry, si elle est là, de me dire, est-ce que parmi ces trois personnes, ces trois situations, lesquelles font office du syndrome de l'imposteur? Ça peut être A, ça peut être B, ça peut être C, parmi les trois. Est-ce que Ferry, tu es là? Ah, je ne pense pas. Oui, je suis. Ah, pardon. Oui, je suis. Ah, tu n'as pas de voix. D'accord, pardon. OK. Est-ce que dans le chat, tu peux aussi écrire A ou B ou C? Alors, je vais demander à quelqu'un de plus développer. Est-ce que Monsieur Idé, il peut, parmi ces trois propositions, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense à la proposition B. Et pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations? Enfin, à mon analyse personnelle, je pense que quelqu'un qui était promu à un poste, qui a un poste supérieur qui démissionne, Mhm. bon, cela relève un peu de la définition que vous venez de donner. Peut-être qu'il ne D'accord. se fait pas confiance pour assumer sa nouvelle fonction de promotion. Oui. Et c'est pour ça peut-être qu'il démissionne. OK. Mhm. Et qu'est-ce que vous pensez des autres personnages et des autres situations? Bon, pour le médecin qui est diplômé, le jeune diplômé, qui demande toujours l'approbation de son chef, la validation, je pense que peut-être que c'est le protocole qu'il demande. Mhm. Donc, il me semble qu'il suit le protocole. Oui. Et puis, pour le C, Oui. pour le cadet d'une famille qui est toujours comparé à sa sœur, à sa grande sœur, je crois bien, hein? Oui, c'est ça. Sa grande sœur, peu importe les efforts. Bon, ça, je pense que c'est dans sa perception à lui, peut-être, hein, de pouvoir interpréter ce que les autres pensent. D'accord. Je pense bien. OK, non, il y a pas de mauvaise, il y a pas de mauvaise réponse. Le but, c'est de vraiment de discuter, de mettre en avant ce syndrome, de pouvoir l'identifier facilement, d'où le but de la conférence. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a un avis par rapport au quiz?
Ok, bonsoir Wilfried qui vient d'arriver. Alors du coup, je dirais pour le quiz, nous avons vraiment fait l'effort de mettre ces trois situations parce que ces trois situations, c'est vraiment, ces trois personnes ont le syndrome de l'imposteur. On ne voit pas, mais comme un exemple, pour le cadet, elle est vraiment comparée à sa grande sœur, ce qui fait qu'elle-même, elle se dévalorise. Avec tous les efforts qu'elle fait, elle ne verra jamais qu'elle arrive à faire quelque chose de mieux parce qu'elle est toujours comparée à l'autre. Donc, ça, la famille, c'est un des trucs qu'on ne peut pas s'en rendre compte, mais ça fait partie du syndrome de l'imposteur. Et pour le jeune diplômé aussi, c'est une des situations. C'est en étant jeune diplômé, on a peur de faire une erreur. On se dit qu'on a eu le diplôme parce qu'on n'a pas mérité. C'est pas chance. Alors, dès qu'on a un poste, on demande toujours l'approbation parce qu'on a peur de faire faux ou peur que l'autre nous prenne comme un escroc. Ça, c'est un des points aussi du syndrome de l'imposteur parce qu'on a peur de paraître faux ou de duper la personne en face parce on ne le mérite. Alors, je ne sais pas si Rosine aimerait ajouter quelque chose par rapport à ces différents exemples. Oui, exactement. Je voudrais dire que d'abord, de premier abord, c'est un phénomène très subtil. C'est un phénomène très subtil qui ne perdure pas dans le temps et qui donne l'impression que, parce que quand on a parlé de la définition, syndrome d'imposteur, c'est un syndrome, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont super performants, ce sont des gens qui sont vraiment capables, mais ils n'ont pas suffisamment confiance en eux pour accepter qu'ils ont ces talents, pour accepter qu'ils ont ces capacités-là. Par exemple, ce jeune diplômé, il est diplômé, ça veut dire qu'il a été validé par son école pour pouvoir mener à bien ses tâches. Mais le fait qu'il se réfère toujours à son chef, c'est parce qu'il ne se sent pas à la hauteur du poste qu'on lui a donné, mais pourtant son chef lui fait confiance. C'est pour ça qu'on lui a donné cette responsabilité-là. Donc, il se passe par le couvert, il attend cette validation-là pour pouvoir s'affirmer. Ou bien l'employé qui reçoit une promotion, il se dit, ah, c'est nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas dans ma zone de confort, alors je ne veux pas, et il est extrême, c'est là où il demande la démission. Mais ça veut dire que en lui donnant le poste, en lui donnant la promotion, c'est parce qu'on a vu son travail, parce qu'on a vu son évolution, on a vu le potentiel qu'il a. Mais lui, il est tellement, il se dit, attends, moi, dites-moi ce que je dois faire et je fais, mais il ne va pas au-delà de ce qu'on lui donne. Il ne pense pas aller au-delà et ça fait que n'a pas confiance en lui et il démissionne. Exactement aussi pour le cadet. L'environnement familial, parfois, nous conditionne à avoir ce syndrome de dire qu'on n'est pas à notre place. C'est-à-dire qu'on nous compare toujours avec une autre personne. Ça peut être le grand frère, ça peut être la grande soeur, ça peut être le petit frère, ça peut être un ami, ça peut être l'enfant de l'ami de famille. Et on dit toujours, mais t'es pas comme ça, t'es pas comme ça. Ça fait que, à la longue, quand on est en train de vouloir faire quelque chose, on essaie toujours de se dire, et telle personne, comment est-ce qu'elle aurait fait si elle était à cette place-là? Et quand on n'a pas de ce modèle-là, on est dans le doute et on n'ose pas entreprendre, on n'ose pas prendre certaines décisions ou bien accepter certaines responsabilités. Voilà un peu mon Ok, commentaire. merci. Alors, pour poursuivre la définition du syndrome de l'imposteur, afin qu'on ait on sait un peu plus de quoi on parle. Alors là, on va parler des modèles, des personnes, des types de personnes qui sont sujettes à avoir le syndrome de l'imposteur. Donc, avant, on a donné une définition. Donc, maintenant, on définit des modèles de personnes, comme Rosine l'a dit avant. Donc, les perfectionnistes, c'est des personnes qui ont toujours tendance à vouloir faire de 100%. S'ils font le nanante de 90%, ils ne sont pas satisfaits. Ils disent ce qu'ils ont arrivé à faire jusqu'à présent, c'est pas chance. On a les experts. Les experts dans un domaine, c'est parce qu'ils veulent tout savoir. Par exemple, la géographie, l'histoire, l'informatique. Et dès qu'ils ne maîtrisent pas un des sujets, alors non, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'arriver à savoir ce qu'il a pu faire. On a le génie naturel. C'est des personnes que de nature, comme on dit à l'école, n'ont même pas besoin d'étudier, ils ont de bonnes notes. Et dès qu'ils arrivent à un moment donné de la vie, qu'ils doivent fournir des efforts, alors ils remettent en question tout ce qu'ils ont fait. Donc, il y a une baisse estime. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai dupé? Est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? C'est toujours est-ce qu'ils vont s'en rendre compte?
Ça, c'est ce qu'on se pose comme ça. Le solitaire ou le soliste, c'est la personne qui a tendance à tout faire toute seule. Et du moment où, à un moment, elle doit demander l'aide à une autre personne, alors là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se dit qu'elle n'arrive pas. Elle est nulle, elle ne sait pas quoi faire, ce qu'elle fait maintenant, elle a besoin de quelqu'un, de valorisation. On a aussi le surhomme ou la surfemme. Je pense qu'on est tous pareils, hein, j'en suis sûre. On veut toujours mieux faire que l'autre voisin, on veut toujours mieux faire que l'entourage, que dans la famille, on veut se surpasser. Et en se surpassant, deux fois à un moment donné, on se compare et on se dit qu'on n'arrive pas. Parce que l'autre arrive à faire 100%, nous, de 50%, on n'est pas content et on veut toujours. C'est un peu comme le perfectionnisme. Alors là, on a les différents modèles de personnes qui éprouvent le syndrome de l'imposteur. Rosine, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Bon, non, je crois que c'est, tu as tout dit. Non, c'est D'accord. généralement, parce que quand on entend syndrome, comme monsieur l'a défini un peu plus tôt, quand on entend syndrome, on se dit toujours que ce sont des personnes qui ont des carences. Oui, mais ce sont Oui, des personnes qui sont excellentes et quand ils sont confrontés avec une certaine situation, ils ont le doute en eux et ils exactement. lâchent prise. Et ils se remettent, par exemple, le perfectionniste, celui qui va avoir 100%. Quand je connais des personnes que dès que la couleur ne donne pas exactement, si c'est un rouge tendant vers le blanc, alors là, il détruit carrément tout son tableau et il dit que bon, ça là, ça c'est derrière. Et pourtant, peut-être c'est un chef-d'œuvre. Voilà. OK, merci. Alors, la suite de l'action va parler des signes précurseurs. Alors, pour parler de cela, on va faire des... Ah, pardon, oui. Il a Raouf, désolé, oui, tu peux... En fait, je n'ai pas bien saisi le volet du syndrome de l'imposteur qu'on retrouve chez, par exemple, l'expert. Oui. J'ai pas saisi. Alors, l'expert, c'est une personne qui est expert en tout domaine. Par exemple, c'est une personne qui est dans une entreprise qui va Oui. vouloir maîtriser l'informatique, va vouloir maîtriser la comptabilité, la géographie. Alors, pour lui, il a tendance, dès qu'il maîtrise tout, il est bien. Mais du moment où, à la comptabilité, il y a un point qu'il ne maîtrise pas, il remet en question tout son savoir, toute sa façon d'apprendre. Par exemple, il a appris l'informatique, il va remettre qu'il n'est pas bon. Juste parce qu'il n'a pas réussi à monter en compétence ou avoir un niveau d'excellence sur la comptabilité. Ça, c'est vraiment, c'est jugé, donc c'est des personnes qui sont experts à tout et qui veulent, c'est une part de perfectionniste, mais l'expert est toujours tendance à vouloir tout savoir. Quelqu'un qui veut tout savoir. Donc, dès qu'il ne sait pas, remise en question, est-ce que je le mérite, est-ce que je sais vraiment, ou est-ce que c'est parce que c'est pas bold que je réponds à des questions, que je sais tout. C'est ça l'expert. Je ne sais pas si tu veux ajouter. C'est pas correct. En fait, ça ne correspond pas à quelqu'un qui a des attentes, en fait, des personnes exigeantes qui ont C'est plus ce que, d'attentes. c'est ce que Rosine a dit. Là, maintenant, ça rend compte que la personne qui est sujette au syndrome de l'imposteur, c'est une personne excellente parce elle fait toujours tout pour arriver au meilleur, se donner d'elle. Et dès qu'elle n'arrive pas, c'est une baisse d'estime de soi. C'est toujours des personnes qui sont excellentes. Et on va parler de ça Peut-être, sur les conséquences. On va parler aussi Oui, de ça sur c'est-à-dire, l'expert en ce temps-là, c'est quelqu'un qui, il, il se dit, il se dit qu'il connaît. Mais dès qu'une question entre dans son champ d'action où il n'arrive pas à faire face à ça, alors il se remet ah, carrément en c'est sûr. question. Oui, Parce qu'il dit, mais comment j'ai pu échapper? Comment cela a pu m'échapper? Comment je ne connais pas cet aspect-ci et pourtant je suis l'expert, tu vois? ok, ok, ok. Et alors là, Bon, là, il se dit qu'il n'est pas à sa place. Il se dit que le titre d'expert qu'on lui a donné, il ne le ouais, c'est mérite pas pas. parce il y a cette partie-là qui lui a échappé, qu'il n'a aucune idée. Tu vois, il faut qu'il demande de l'aide. Alors il dit non, vous ne pouvez pas m'appeler expert parce que je ne connais pas ça. Et il oublie tout ce qu'il a fait avant. Il oublie ses contributions continues. d'accord. Donc là, ça ne voit pas la suite si c'est si c'est une qualité ou bien un défaut. Ça dépend. Ça dépend. C'est pour ça que c'est très subtil. Donc, quand il y a des personnes que quand tu te lances dedans, au fur et à mesure, qu'est-ce que tu te rends compte? C'est que quand il y a déjà un doute une fois, deux fois, trois fois,
À la fin, maintenant, se referme sur lui, il contribue moins, ou bien il fait des heures supplémentaires, Oui, il et il part voir devient le surménage, il travaille triplement, il part faire des formations parce qu'il se dit qu'il faut qu'il comble ce manque de connaissances. oui. Voilà, du coup, ça va nous amener à parler des signes précurseurs. Exactement. Bonne introduction. Alors, pour les signes précurseurs, on va travailler dans des ateliers en groupe. On va diviser la salle. Il y a une partie de la salle qui va un peu travailler sur, qui va travailler sur les signes précurseurs, donc discuter ensemble. C'est vraiment bien d'échanger par rapport à ça. Et une autre partie qui va parler des conséquences. Il n'y a pas de mauvais questions, de réponses. Le but, c'est vraiment d'échanger. Et faut garder dans l'idée que l'objectif de cette conférence, c'est vraiment d'analyser c'est comment le doute peut être le doute sur nos compétences un frein pour l'évolution. Donc, il faut vraiment c'est une façon d'analyser, donner son avis et de ressortir avec cette conférence à avoir une bonne idée, d'éviter d'avoir le syndrome de l'imposteur. Alors, Raouf, je vais te demander, je ne sais pas qu'on est combien actuellement, 14, On- 15 personnes de nouveau. Bonjour aux nouvelles personnes qui sont arrivées. Si on met trois salles, donc trois personnes, une partie sur les conséquences et une autre sur les signes précurseurs. On donne 5 minutes, Rosine? Oui. 5 minutes, ok, d'accord. Je vous demande de participer, donc. À la fin, quand vous allez revenir dans une personne, vous allez choisir une personne qui va donner les idées que vous avez rassemblées dans votre groupe. Okay. D'accord. Bon, là, vous pouvez arrêter le partage, je vais écrire rapidement. Ok, pardon. Alors, je stoppe le partage. Oula. Bon, un souci technique. Mhm. Je suis pas assez, en fait, j'ai pas les mains. Ok. Je suis courte. Alors, Je suis courte. C'est madame. C'est qui a la main? pardon? Si Raouf n'a pas la main, qui c'est qui a la main? Bon, je suis courte, moi. Je n'ai pas la main. Ah, Okay. ok. Si tu es au code, tu peux. J'arrive pas. Bon, continuer de faire le nécessaire. D'accord. On va, alors, si c'est que les soucis techniques, on peut aussi faire son salle. On va demander. Par contre, je vais poser des questions. Je vais partager ça. Raouf. Alors, je vais partager mon écran, puis on va continuer comme ça. D'accord. Merci. OK. Alors, on va faire sans salle. C'est aussi bien, comme ça, je vois vos réactions. On va parler des signes précurseurs. Avec la définition qu'on a eue, est-ce que vous pouvez, quels sont les signes précurseurs qui peuvent intervenir, qui peuvent aider à savoir, telle personne a le syndrome ou est sujette au syndrome de l'imposteur? On a donné déjà des éléments de réponse un peu plus tôt. Si vous avez Sinon, c'est la base. Je vais profiter. Dans le chat pour interagir, il n'y a pas de souci. En fait, les signes, c'est bon. En fait, c'est des signes un peu que je dirais positifs aussi. Peut-être aimer en fait, se dépasser, la curiosité, quelqu'un de trop curieux ou bien quelqu'un de trop perfectionniste. OK. Ouais. Exigence, quelqu'un d'exigeant. Oui. Ce sont les syndromes que je peux énumérer, en fait, les signes précurseurs. C'est dans la bonne route. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager, parler?
Alors, je vais deviner Wilfried. Est-ce que tu peux mettre ta caméra et comme ça par hasard, est-ce que tu peux nous dire quels sont les signes pour toi, précurseurs pour le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu es avec nous, Wilfried? Non. Est-ce que Thier Joël est avec nous? Il peut nous parler des signes précurseurs? Non, pas du tout. Ok, on va essayer avec Diane. Est-ce que est-ce que P peut nous parler des signes précurseurs? Il y a tous connectés, mais pas de micro. Ok. D'accord, je vais essayer avec Didier. On va y arriver. Est-ce que Didier peut nous parler des signes précurseurs? Il y a Wilfried qui est dans la salle. Ah, Wilfried qui est de nouveau là. Ok, bon. Alors, comme signe précurseur, quelqu'un d'autre veut intervenir par rapport à ça? Si, Ok, quand d'accord. même. Non, ben, je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà parlé du faible estime de soi. Oui. Ça peut déjà être le début. En dehors de ça, je pense qu'il y a aussi une sorte d'anxiété élevée. Ah, Ça peut être un traumatisme d'un enfant, je sais pas, de plus bas âge. Et puis, au fur et à mesure que l'anxiété devient tellement élevée que... Voilà. Et puis, comment dire, tout à l'heure, vous avez parlé d'experts et des... Comment on les appelle encore? génie naturel. Non, les experts. Et puis, le premier, c'était quoi? C'est celui qui Perfectionniste. Voilà, le perfectionniste. Oui. C'est des gens qui ont tendance à pas dénigrer, mais à banaliser peut-être de temps en temps leur travail. Mhm. Ça peut être aussi quelque chose, quoi. Exactement. Oui, c'est-à-dire, euh, il y a quoi d'autre qu'on peut dire? Ouais. Bon, faut pas que je prenne l'exemple sur moi. Hein. Il y a l'autodénigration. Ah, ça c'est. Alors, ça veut dire que vous connaissez. Alors, on va arrêter, on va demander, on va poser la question. Il y a quoi, monsieur Tim? L'auto quoi? Dénigration, c'est-à-dire qu'on se dénigre soi-même, quoi. Ah, ok. C'est-à-dire, ouais, j'ai fait comme ça. Ouais, wow, c'est rien. Bon, Ouais, mais je c'est sais pas après. facile. Ouais, bon, je pense que... Ok. Bon, bref, je dis Merci. plus rien. Merci pour votre intervention. Ok. Alors, maintenant, on va passer au. Je ne sais pas si Rosine veut dire quelque Alors, chose. Je voulais parler des conséquences. Mais avant ça. Oui, donc je dirais que les signes précurseurs, vous avez vu dans les exemples que, et je crois que Raouf l'a si bien dit, ça peut être vu sous un angle, ça peut être des qualités, ces signes précurseurs. Mhm. Et au fur et à mesure, sans se rendre compte, on voit que ça devient plutôt un handicap parce qu'au départ, c'est une qualité, c'est apprécié, mais à force de recevoir ce, ce compte rendu, ça devient plutôt un handicap parce qu'on veut maintenir le cap, parce qu'on veut exceller, on veut recevoir l'acceptance des gens. À un moment donné, on se dit simplement que, bon, si on ne reçoit plus le feedback positif, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, un Oui. peu, c'est quelque chose à prendre, à prendre un peu avec des pincettes. Je crois qu'on va voir ça aussi sur les conséquences et sur les points d'action dont on va parler par la suite. OK. Merci. Alors, là, j'ai mis vraiment les différences des signes précurseurs. Comme Rosine l'a dit, c'est l'éducation. On a parlé de l'éducation familiale. Là, on le banalise beaucoup, mais ça peut être un environnement qui est
à développer le syndrome de l'imposteur plus tard, sachant que durant notre vie, tout être humain est amené une fois dans sa vie à avoir le syndrome de l'imposteur, que ce soit bénin ou élevé. Et là, on a tous ces points, ce qui va nous amener à parler des conséquences. Et ces conséquences peuvent être vraiment, certains peuvent être simples et certains d'autres peuvent être graves. Et quand on parle de conséquences, pour vous, avec toutes les définitions qu'on a données et les signes précurseurs, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir lorsqu'on a le syndrome de l'imposteur et on le subit, et qu'est-ce qui peut en tirer de là, d'après vous? Alors, Monsieur Akkar, Ne soyez pas timide. qu'est-ce que des conséquences, par exemple, qu'est-ce que vous, à l'idée comme ça, à la tête, Bon, les conséquences. Je pense qu'il va s'aider dans la déprime, se dévaloriser dans le temps, et puis après, renoncer même à toute chose concernant sa première tâche, sa première vocation, sa première activité. mhm, Voilà ce qui me vient à l'esprit là, tout de suite. d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son avis? Moi, je voulais faire ajouter comme Aka a dit, voilà, c'est un peu j'ai dans le parler. Je ne sais pas si vous m'entendez. Pas très bien, mais soigne-toi, Ferry, c'est pas grave. Si tu as mal, j'ai peur que ça s'aggrave si tu parles un peu. Soit Ok. la voix est calée. Hein? Non, mais je On me ne vous soigne. reçoit du tout pas. Ok. Non, c'est difficile. Mais merci pour ta participation. Merci, c'est Merci. gentil. Soigne-toi d'abord. Soigne-toi bien. Oui. Alors, pour les conséquences, il y a quelqu'un d'autre qui aimerait... Raouf. Ah, Raouf, pardon. Et puis, il y a Wilfried, d'accord. D'accord. Oui, Raouf, tu as la parole. Ok. Déjà, moi, je vois ces conséquences-là sur plusieurs ordres. Déjà, positives et déjà négatives, parce que celles positives t'amèneront à vraiment aller de l'avant, à atteindre tes objectifs, à t'améliorer. Par contre, celles négatives, c'est peut-être vont t'auto-détruire sans que tu ne le saches, parce que tu vas faire face à des difficultés où, normalement, au lieu de faire preuve de tact, tu vas rester borné et ou peut-être tu vas rester à te détruire toi-même avec des trucs qui n'ont pas de sens. Te causer du tort et finalement arrêter même de poursuivre tes rêves, tes projets, tout ça, et vraiment te retrouver à la dérive. C'est bien, bravo. Tu comprends bien. Oh, merci de ta participation. Alors, Wilfried, Alors, bonsoir à tous. Mon petit avis concernant les conséquences du syndrome de l'imposteur, déjà, je vois ça plus négativement parce que en fait, en se mettant dans cet état ou en vivant cela, déjà, ça crée déjà des déficits sur le temps parce qu'on perd plus de temps à se réévaluer, parfois à se dévaluer. Et la conséquence réelle sur ce temps qu'on perd, généralement, c'est on peut perdre des confiances, on peut perdre côté boulot, on peut justement se perdre soi-même déjà son temps et ensuite entrer dans des dépressions parce qu'avec le temps, lorsqu'on ne se fait plus confiance, on ne croit plus que on peut, justement, on entre en dépression et parfois ça peut entraîner des conséquences graves. Mais sur le côté positif, on voit rapidement aussi que ça peut pousser à avoir des résultats plus meilleurs. Mais attention aussi, si c'est orienté, parce que on peut chercher à avoir des résultats plus que meilleurs, alors que parfois on n'en veut pas, on est déjà, par exemple, je suis dans une entreprise. On peut être dans une entreprise où l'entreprise est déjà satisfaite de ce qu'on apporte. On cherche à donner mieux et parfois on se retrouve à la porte. Donc,
parfois l'envie de... En fait, le sentiment qu'on croit qu'on n'est pas bon peut aussi nous pousser à chercher mieux sans pouvoir cadrer si ce qu'on veut apporter est cadré avec ce qui est demandé. Donc voilà, c'est mon Oui, petit avis. c'est bien. D'accord, merci de ta participation. Alors, je vais, on a parlé tous des conséquences. Vous avez, que ce soit Raouf ou Wilfried, a vraiment bien identifié. Alors, bien identifier les conséquences qu'il peut y avoir. On a la procrastination. Donc, on repousse toujours à demain parce qu'on est excellent. On veut tellement réussir à avoir le 100% à l'expert, à savoir tout. Alors, on repousse à demain et on ne le fait pas. Vous l'avez bien dit, c'est on ne le fait pas. On arrive on n'a aucun résultat. On manque d'estime de soi et on a vraiment un comportement dévalorisant. Et je dirais la cause encore qui peut y arriver, c'est un burn-out. Comme Rosine l'a bien dit, c'est vraiment arriver à ne pas être fier du travail qu'on apporte, à toujours vouloir plus. Donc, on est dans un cycle. On travaille beaucoup parce qu'on veut faire plaisir aussi à l'autre. Et à chaque fois, on n'a pas la validation, remise en question. Et voilà. On va faire une sorte de pause. Je vais donner la parole à Mefeu qui va nous parler, la pause pub, comme pour certains. Alors, tu as la parole, Mefeu, je ne sais pas si elle est là. Le signe. Je vais arrêter le partage pour qu'elle puisse. Mefeu, est-ce que tu es connecté? Tu es avec nous? Le temps qu'elle se connecte, je vais vous donner quelques chiffres, je vais vous donner un peu D'accord. des statistiques. En 2018, sur un groupe de personnes interviewées, c'était ici en Europe, 68% des femmes ont affirmé, après avoir obtenu la description, ont affirmé être victimes du syndrome d'imposteur. Chez les hommes, c'est un peu moins, mais ce n'est pas aussi insignifiant. On parle de 57%. Et l'année d'après, on a eu une augmentation de presque 88%. Et pendant le Covid, donc en 2020, on a, d'après les statistiques de Google, sur les gens qui recherchaient ce que c'était ce syndrome d'imposteur, on a eu une augmentation de presque 110%. Donc, ce que je veux vous donner en route, c'est simplement que c'est une situation qui n'est pas typique à un groupe de personnes. On le retrouve sur la toile et ce n'est pas continu parce que parfois ça vient, c'est un peu comme un bouton on and off. Ça dépend des situations dans lesquelles on se trouve. Ça dépend de la situation familiale, ça dépend de la situation professionnelle, ça dépend aussi de sa propre évolution. Et quand on ne fait pas attention, on se retrouve, et on l'a montré pendant la période du Covid, le taux de maladie mentale, bon, maladie mentale, c'est un peu trop dit, le taux de dépression, le taux de burn-out a augmenté de façon significante, où les gens se remettaient en question parce que tu te retrouves ne pas être à la hauteur des défis que la pandémie a posés et n'étant pas dans ton environnement normal, on se retrouvait en train de douter de soi, on se retrouvait en train de remettre en question certaines de ses capacités, surtout avec le digital, parce que les gens se sont retrouvés en train d'être forcés à être connectés de façon digitale. Les gens qui travaillaient avec sur la main mise, avec des outils traditionnels, se sont retrouvés être remis en question. Donc, je ne sais pas si Merfo est déjà là pour faire la pause plus, ou bien Tim a une idée de ce qu'elle voulait présenter par rapport au prochain rendez-vous. Merci. Je souhaite intervenir. Ok, d'accord. D'abord, c'est déjà la fin, je suppose. Non, il y a encore le point d'action. On a une deuxième. D'accord, super. Parce que déjà, comme vous le savez, moi, c'est pour annoncer un peu les ateliers qui s'en suivront d'ici la semaine prochaine. Donc, je vais laisser la parole à Diane qui va, bien sûr, nous annoncer une des activités principales qu'elle supervisera et qu'elle va pouvoir prononcer.
Madame Diane, si vous êtes là, vous avez la parole. Diane? OK. En attendant qu'elle arrive, bon, ensuite, vous savez que ce jeudi 13, il y a bien sûr l'atelier sur la présentation des projets. Comment présenter son projet que Madame Diane souhaite vraiment exposer par son expertise pour maintenant apprendre à ces jeunes-là, porteurs de projets, à se sentir bien dans la cour de porteurs de projet et faire preuve d'une bonne prestation. L'autre chose également, c'est par rapport aux rencontres d'affaires, bien évidemment, qui sont nos ateliers quotidiens et hebdo, qui aura lieu ce vendredi 14. Ensuite, n'oubliez pas aussi, comme on a eu une section d'atelier bilan de l'objectif de vie, il y a de cela 2 ou 3 semaines passées, et nous souhaitons vraiment la reprendre. Et il y a une liste des inscriptions qui sont ouvertes pour ceux-là qui sont curieux et qui souhaitent vraiment en savoir ou que veulent vraiment aussi avoir le changement, le bonheur que cela a procuré aux autres. Donc, et pour finir, notre atelier formation leadership sera de retour, bien sûr. Les désagréments causés ont été bien, on a trouvé des solutions par rapport à ça. Donc, l'atelier sera bientôt de retour et la formation va effectivement démarrer. Donc, les dates seront communiquées. Merci beaucoup. Je vous passe la parole à Madame Rosine pour la suite. Merci. Je crois que tu peux représenter, Flavien. Oui. Alors, oui. Donc, on a parlé de qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. Ensuite, on a donné des exemples, comment identifier le syndrome de l'imposteur. Par la suite, les signes précurseurs. Qu'est-ce qui peut, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est en train de passer dans cet état où on ne se sent pas à l'aise là où on est et quelles sont les conséquences avec quelques chiffres qu'on vous a donnés par la suite. Maintenant, je voudrais vous inviter à réfléchir. Hein, prenez un peu juste un temps et peut-être même dans le chat, donnez simplement un mot qui peut décrire quelles sont les actions que l'on peut mettre en place pour pouvoir y remédier. Je crois qu'il y a Wilfried, Raouf, Tim aussi qui ont donné des exemples un peu à comment identifier quels sont les signes précurseurs, mais aussi quelles sont les conséquences. Selon vous, quels sont les points d'action? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir remédier à succomber à ce syndrome d'imposteur? Vous pouvez prendre la parole ou bien écrire aussi dans le chat. Raouf a levé. Oui, Raouf, s'il te plaît. Tu as la parole. C'est bizarre. J'ai des idées par rapport à ça. OK. Je pense que c'est une remise en question continue. J'ai toujours se poser la question de est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que peut-être que je ne dois pas laisser faire? Est-ce que peut-être que, bon, j'en fais pas trop? Vous voyez? Donc, c'est peut-être ça qu'il faut faire pour vraiment remédier à ça. Excellent, excellent. Et qui d'autre va y ajouter quelque chose? Et il n'y a pas de solution magique. Il y a des idées, il y a des propositions et on s'adapte au fur et à mesure qu'on se retrouve dans certaines situations. Donc, qui d'autre veut contribuer? Monsieur Hassan, vous avez quelque chose à nous dire? Ah, monsieur, Oui, monsieur Aka, allez-y. Oui, je pense que cette personne, pour s'en sortir, ne peut pas le faire tout seul. Elle ne peut pas s'asseoir dans son salon et puis réfléchir, trouver la solution toute seule. Il faut en parler à une personne dont elle a confiance, en qui elle a confiance, en qui elle sent qu'elle est supérieure à elle dans ce domaine. Donc, elle doit se confier à une personne qui peut lui donner des solutions. Mais elle seule, non. Donc, voilà ce que je pense. D'accord. Monsieur Tim a levé la main.
C'est vrai. Oui. Enfin, ce qui me vient à l'esprit, ce serait quoi? Ce serait pour lever le doute, partir peut-être avec des objectifs, se fixer un objectif et dire, OK, si j'arrive à tel objectif, à l'objectif, il est atteint. Je ne vais pas essayer encore à me poser des questions de savoir, est-ce que c'était... Non, je fixe un objectif, tu atteins et puis basta. Ce qui est derrière les problèmes. Oh. Voilà. Oui, je vais lire ce que dans le chat, Terry a dit rester positif. Et Idi Hassan a dit faire de l'auto-évaluation, faire une autocritique de soi. Donc, voilà les points qu'il a donnés. Je donne la parole à Wilfried, mais Bruno, tu peux aussi toujours intervenir. Merci. Donc, Wilfried, tu as la parole. D'accord. Donc, j'aborderai ça sur quelques petits angles. En fait, à la base déjà, je pense qu'une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur, ou en fait, qui constate à un certain moment que tout ne roule pas bien, doit d'abord commencer à la base à s'évaluer, à s'auto-évaluer pour voir rapidement, en fait, s'il parvient à constater d'où vient le problème, premier facteur. Deuxième facteur, justement, c'est parfois bien de comparer, de ramener ce qu'on fait parfois à une personne moins que nous. C'est pas toujours mieux que nous, parfois moins que nous, pour comprendre si justement, en fait, une personne qui fait la même chose que nous et voir justement quel est le cadre qui est situé à la personne, quel est le résultat que la personne produit dans ce même contexte-là. Et justement, à partir de là, en évaluant le travail de l'autre, on le compare au nôtre. Et justement, on peut comprendre aussi si on en fait trop, si on en fait moins. Et voilà, aussi à partir de là, on peut commencer aussi à savoir déjà d'où vient le problème. Et justement, et c'est pas un truc qu'on peut résoudre tout seul. On se rapproche de quelqu'un avec qui, comme M. Aka a dit, une confiance bien développée, avec qui on peut travailler à justement à s'ajuster aussi à l'excès qu'en moins, parce que parfois on fait trop, parfois on fait moins. Donc, à la base, l'auto-évaluation, je peux le résumer en quelques points. L'auto-évaluation, une comparaison, ce qui n'est pas négatif, prendre ce qu'on fait, prendre ce qu'on vit, le ramener avec ce que les autres font, se donner une note et justement à partir de là, essayer de comprendre. Parfois on dit on en fait trop, mais quand on voit ce que les gens en font avec les mêmes conditions que nous, parfois je pense qu'on se résilie ou on essaie de comprendre où est-ce qu'on a fauté, où est-ce qu'on a surpassé. Ce que je peux dire rapidement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, vous avez résumé plein de points et je crois que par rapport à ce qu'on a inclus, s'il y a quelqu'un d'autre, je crois que Bruno voulait parler tout à l'heure, tu peux toujours partager avec nous ce que tu voulais dire, même si les autres l'ont déjà fait, tu peux toujours utiliser tes propres mots et le partager. Ok, d'accord. Merci, Madame Rosine, merci à tous. Et j'aimerais parler de se fixer des objectifs pour remédier à ça. Mais Monsieur Tim a déjà parlé un peu de ça. Donc, pour remédier à ça, il faut se fixer des objectifs. À chaque fois qu'on se fixe des objectifs pour aller de l'avant, pour aller loin, on n'a plus le temps de penser à ses limites. On a dans la tête d'atteindre ces objectifs et on travaille pour y arriver. Donc, je pense bien qu'avec ça, on peut remédier au syndrome d'imposteur. Merci. Merci bien, merci bien. Donc, je crois que maintenant, Flavienne, tu peux, voilà. Donc, en fait, vous avez résumé presque ce que nous avons mis ici. C'est effectivement identifier ses attentes, se fixer des objectifs, savoir ce qu'il faut faire et aussi savoir déléguer. Donc, s'il y a quelque chose qu'on se dit, on ne va pas être optimal, on ne va pas donner son 100% pour éviter la frustration, on le confie à quelqu'un d'autre. Et aussi à éviter la procrastination, c'est-à-dire savoir qu'à un moment donné, il y a quelque chose que je dois faire et peut-être le mettre en petit projet pour nous permettre de ne pas être submergés
cette volonté de vouloir bien faire et de vouloir être optimal. Euh, avoir un journal, on dit de noter les actions déjà faites. Donc, c'est faire un peu un récapitulatif. Et je crois qu'ici à RPB, nous avons l'atelier bilan et objectif de vie qui nous donne cette opportunité-là de faire une évaluation de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a réalisé par le passé. Et en faisant cette réalisation-là, ça nous fait comprendre que ben, on a déjà acquis certaines compétences. On a des compétences qui ont été utilisées pour nous permettre d'évoluer et communiquer avec sa base, avec sa famille, avec des personnes de confiance. Je crois que M. Aka a si bien dit de trouver une personne avec qui on va parler. Et je dirais plus même que de demander des feedbacks. C'est vrai que parfois on est un peu coincé parce qu'on se dit en demandant le feedback, ça va être plus négatif que positif. Mais c'est plutôt multiplier les feedbacks. Quand tu as par exemple 10 sur 10 feedbacks, il y aura au moins 6 qui seront sincères, 3 qui auront des petits problèmes déjà même avec eux-mêmes et ils transfèrent ça sur toi et un autre qui va carrément de dire que bon, tu occupes son temps pour rien. Et communiquer au quotidien. Communiquer au quotidien avec des personnes de confiance, on appelle ça des mentors, donc des gens qu'on s'est donné de nous servir de mentors, qui nous inspirent, qui vont nous permettre d'évaluer exactement ce qu'on fait, de nous aider à sortir de ce piège dans lequel on s'est induit et de montrer notre plus-value qu'on apporte par rapport à notre vie professionnelle, notre vie personnelle et peut-être d'autres domaines dans lesquels on est actif. Donc, voilà un peu. Et vraiment, merci pour les différentes interventions et aussi dans le chat. C'est en fait cela. Et on demande toujours de faire, c'est un peu une sorte d'activité quotidienne, régulière, qui permet de ne pas sombrer ou bien de ne pas se retrouver prise au piège. Voilà, je ne sais pas si Flavienne a un autre point à ajouter. Non, alors je dirais plutôt, c'est des points d'action comme on a défini et ça me fait plaisir de voir que la plupart ont su identifier les points. Alors, ça veut dire qu'en sortant de cette conférence, on saura quoi faire ou facilement identifier les freins qui vont nous empêcher de progresser, que ce soit notre business ou familial. Alors, c'est vraiment, je suis contente. Voilà. Alors, pour la suite, pour passer à la suite, il y a la prochaine, c'est est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si ce n'est pas le cas, on va continuer parce qu'on a encore, on va vous communiquer. Pour le moment, je ne vois pas. Oui, il y a Aya qui dit... Ah, pardon, Raouf. Oui, désolée. Attends, juste un truc. Aya dit qu'elle a un problème de connexion. Bon, ben, elle nous suit. Donc, sinon, elle saura intervenir. Mais vas-y, monsieur Raouf, allez-y. D'accord, merci. Alors, je suis en train de faire des analyses et je me rends compte que tous, certainement, on en souffre de ce syndrome-là. Tous autant que nous sommes, chacun en a. Et bon, en fait, comment on peut pouvoir vraiment modérer cela? Parce que ça existe, donc c'est la capacité à modérer, à le manager pour vraiment atteindre des résultats fixés sans frustrer qui que ce soit, ni vraiment s'autodétruire. Ok. Oui, comme elle a dit, Rosine, pardon, je ne pas coupé, elle a vraiment mis un chiffre. Et c'est vrai que toute personne, à un moment donné de sa vie, subit le syndrome de l'imposteur. Deux fois, c'est bénin, ça peut être en famille, mais d'autant si on ne le sait pas, on n'analyse pas, il peut sombrer. Et c'est vraiment ça que chaque personne, on va dire tout le monde, à un moment de sa vie, a le syndrome de l'imposteur. Voilà. Et je dirais que les outils que je peux vous donner, bon, c'est un truc que je peux vous donner pour le chemin, c'est surtout faire cette remise en question. Je crois que plusieurs d'entre vous l'ont parlé, l'ont mentionné, une sorte de remise en question, mais pas négative. C'est-à-dire de faire une sorte de bilan, de se dire qu'est-ce que je devais faire? Quels sont mes objectifs? Est-ce que je les ai atteints?
Et quand je ne les ai pas atteints, qu'est-ce qui m'a empêché de les atteindre? Donc, ben, c'est beaucoup plus aussi se centrer sur soi. Et j'ai lu une dame, parce que c'est parfois ce syndrome-là, ça se matérialise par la peur qu'on a d'une situation ou bien des situations. Et quand on se retrouve confronté, certains ont le syndrome de l'imposteur quand il faut parler en public. D'autres ont le syndrome de l'imposteur quand il faut intervenir ou bien prendre des responsabilités. Par exemple, dans une réunion, on est en train de faire du brainstorming, on est en train de rassembler les idées et on connaît le sujet, on connaît de quoi il est question, mais on se réserve de parler de peur de tourner au ridicule parce qu'on se dit, euh, on ne peut pas, on va être ridicule, ou bien il y a peut-être, on n'a pas suffisamment lu par rapport au sujet, ou bien parce que la dernière fois qu'on a fait une intervention, on était carrément au sujet et on s'est moqué de soi. On se retient. Et quand on a ces différents exemples, quand on a ces situations-là, au fur et à mesure, et surtout aussi l'environnement. L'environnement, ça peut être, on a des gens qui sont, disons, pas encourageants. Et quand ils ne sont pas encourageants, ils renforcent en fait ce syndrome de l'imposteur qu'on n'est pas à notre place. Donc, c'est d'abord quand on se rend compte que peut-être on est en train de vivre quelque chose de pareil, c'est de définir comment on commence sa journée ou bien comment on la termine. Comment on commence sa journée, c'est-à-dire quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je vais réaliser aujourd'hui. Je me fixe 2 ou 3 objectifs que je veux faire. Ça peut être bénin, hein? Ça peut être simplement dire, je réussis à arriver au travail à l'heure. Ça peut être juste ça. Et ça réconforte un peu l'estime de soi. Et le soir, ça peut être 3 choses que j'ai réalisées de bien. Ou par exemple, j'ai fait les devoirs avec ma fille, ou bien j'ai tenu ma promesse que j'ai donnée à une telle personne, ou bien j'ai remis mon rapport à temps. S'il était excellent, ça c'est autre chose, mais voilà des trucs dont je suis capable de le faire. Donc, c'est un peu ça. Et d'autres personnes, quand c'est un peu poussé, donc peut-être on va développer ça à la suite des ateliers, c'est-à-dire ils développent des techniques pour se reprogrammer. Ils développent des techniques pour contrôler un peu la nervosité. On développe des techniques pour pouvoir identifier exactement qu'est-ce qui se passe pour éviter l'engrenage. Donc, et voilà un peu des livres, des auteurs qu'on partage avec vous. Au départ, on croyait que c'était un syndrome qui était propre aux femmes, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on faisait des interviews, je ne dis pas nous, mais des chercheurs, au fur et à mesure qu'ils interviewaient des gens, ils se sont rendus compte, comme Raouf l'a si bien dit, qu'on le vit, ce syndrome, tous, peut-être avec des intensités différentes et peut-être à des moments différents de notre vie, mais on a eu à être exposé à cela. Donc, il y a ceci, ce n'est que les quelques-uns de cela. Atomic Habits, je l'ai lu particulièrement ce livre. Il parle effectivement de comment est-ce qu'avec des petites habitudes, au fur et à mesure cumulées, on obtient des résultats performants. Et les 7 habitudes des gens efficaces, je crois que c'est presque une Bible pour ceux qui font dans on appelle ça comment? Le développement personnel. Ce sont des habitudes qui t'amènent à augmenter ta performance dans le sens positif. Mais ça peut, quand on connaît déjà ce qui peut être positif, on peut aussi éviter ce qui peut rendre ces choses négatives. Par exemple, le perfectionnisme. Comment est-ce qu'on peut utiliser le perfectionnisme pour pouvoir avancer dans ce que nous faisons et ne pas sombrer, par exemple, dans ce sentiment de manque de confiance en soi parce qu'on se dit qu'on n'est pas à notre place. Donc, il y a, voilà, le Flavien, tu peux parler peut-être des autres? On ne t'entend pas. Ah, pardon. Là, alors, je vais comme ça. Le complexe d'imposture ou comment surmonter la peur qui mine votre sécurité, c'est vraiment la lecture qui va nous montrer comment on agit des points avec des exemples clés
Et the Secret of Successful Women, c'est vraiment lié, comme Rosine a dit, comme c'est plus lié aux femmes, que ce soit le syndrome de l'imposteur, et vraiment comment le faire pour l'analyser et l'éviter, surtout pour l'éviter, c'est un des points. Alors, là, c'est la littérature pour certains qui sont aussi plus intéressés. On retrouve aussi des tests à faire où il y a pas mal aussi, et j'encourage vraiment des personnes à se documenter sur ce sujet, surtout nous, la communauté. On va dire que notre communauté, on est vraiment, on va dire, inconscient ou on ne connaît pas de ce syndrome. Et on a toujours été amené à pouvoir travailler plus et, a toujours fourni plus d'efforts, sachant que, et à la comparaison, donc, et l'idée de savoir que ce syndrome existe, c'est de pouvoir mettre des mots sur un mal et de travailler pour essayer de l'éviter ou de s'en sortir et d'être plus fort. Si on sait ce que c'est le syndrome de l'imposteur et qu'on est perfectionniste, alors on sera encore meilleur parce qu'on va à chaque fois éviter de tomber sur la procrastination, sur l'estime de soi, la baisse estime de soi. On va toujours aller moins, s'arrêter, souffler et recommencer toujours à être meilleur. C'est ça. Et la conclusion, bon, je ne sais pas si on est déjà à la fin de la conférence. Alors, comme conclusion, pour ma part, je commencerai par les deux et je laisserai Rosine terminer. Comme on a dit, c'est vraiment identifier des signes précurseurs. Donc, après, et c'est vraiment très important pourquoi j'en parle, parce que je me suis rendu compte d'ici l'année passée que j'avais le syndrome d'imposteur. Et tous les signes qu'on a définis, je les ai eus pendant 2-3 ans professionnellement. Et l'idée de dire, le type d'action de faire un bilan régulier, c'est ça qui m'a aidé parce que j'ai repris tout ce que j'ai fait en entreprise et je me suis dit, mais tout ce que j'ai fait, j'arrive, je suis bien, j'arrive à tout faire comme tout le monde et être mis dans les actions, à faire des actions que le collègue fait parce qu'il y a eu la comparaison qui s'est faite et en comparant avec ce que je faisais avec le collègue. Et là, ça a marché. Et c'est pour cela que je dis, les signes précurseurs et les points d'action, ça va vraiment aider à sortir de ce syndrome, de réaliser déjà et à sortir du syndrome de l'imposteur. Et je l'ai fait pour moi, donc je pense que ça vraiment, ça fonctionnera. Alors, Rosine, je te laisse la parole pour la suite. Oui, donc effectivement, par rapport à faire un bilan régulier, cela m'est arrivé quand j'ai pris un petit congé et quand je suis revenue, j'avais une petite phase à vide, si je peux appeler ça comme ça, que j'étais occupée à faire autre chose et que je me retrouve soudainement avec un poste de responsabilité où je dois mettre en place une idée que mon superviseur a eue et qui m'a demandé de matérialiser cela. Je dis, bon, j'ai eu un passage à vide, je n'étais pas là et maintenant il faut le faire. Je lui ai d'abord dit non, moi je ne peux pas faire ça. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit, bon, je ne pense pas que je sois compétent. J'ai eu ce passage à vide, là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il a dit, mais essaie, on verra. Essaie, on verra. Si ça ne donne pas, bon, je vais redéfinir les objectifs. Mais bon, mais essaie d'abord quand même. Et ça m'a exactement vraiment beaucoup aidé parce qu'avec ça, je suis entrée dans l'autoréflexion. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Parce que je m'attendais à ce qu'il me donne un canevas. Il m'a dit non. C'est toi qui donnes la ligne de conduite à suivre. C'est toi qui donnes le principe. C'est toi qui donnes, tu définis l'équipe. Tu me dis ce que tu donnes ce que tu veux et on fait le nécessaire. Et par la suite, c'est ça que j'ai trouvé excellent, c'est-à-dire, il m'a encouragé en me faisant confiance dans quel sens, en disant, ben, vas-y, si ça ne passe pas, c'est pas grave, si ça passe, eh ben, tu célèbres. Si tu t'élèves. Et c'est là où c'est par rapport à maintenant à fixer ses objectifs. Je me suis assise et je me suis dit, eh bien, voilà comment ça va faire. Voici comment on va, j'ai mis les étapes en place. Et je crois que c'est le point 2, le point 3 qui était dans la présentation, c'est-à-dire définir ses objectifs. Définir aussi la mesure. Comment est-ce qu'on peut évaluer ce succès? J'ai mis la barre, je me suis dit, voilà, si je réussis à contacter deux groupes de personnes, pour moi, j'aurais atteint cet objectif-là. Et au fur et à mesure que j'évoluais, ça veut dire que ça a pris un momentum. Ça a pris un momentum.
Et je faisais maintenant régulièrement cette remise en question positive. Comparaison aussi avec, j'ai évité de comparer. Je crois qu'il y a eu cette vie de comparaison-là. J'ai évité de comparer par rapport à ce que les autres faisaient. Parce que c'était ça qui me bloquait. Je disais simplement que les autres ont eu à faire ceci et faire cela. Et j'oubliais carrément que moi, je peux innover. Et c'est ce que j'ai fait dans ce projet-là, avec l'aide, bien sûr, de certaines personnes qui étaient autour de nous. Donc, fixer des objectifs, définir exactement quelle est notre règle de succès et à communiquer avec, j'ai eu la chance d'avoir ce mentor-là avec qui je communiquais pour pouvoir faire cette évaluation. Et je pense que dans plusieurs étapes de notre vie, on peut le faire. Et on le fait même déjà peut-être inconsciemment, mais on n'appelle pas ça feedback, on n'appelle pas ça syndrome d'imposteur. Et quand ça donne bien, on est satisfait. Quand ça donne mal, on peut avoir exactement le burn-out, on peut avoir la dépression, on peut avoir le surménage. Et ça, ce n'est pas du tout gai. Et c'est pour ça que je vous invite à effectivement avoir cet exercice-là de décharge. Parce que quand j'ai fait cette conversation avec mon chef, et je parle aussi, je donne cet exemple pour que nous faisons une auto-réflexion aussi dans la famille. Je le vois avec les enfants. Quand mes enfants arrivent, ils disent que mais je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela, ça me vient directement à la tête à dire attention, 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 il y a quelque chose qui est en train de se développer ici, alors il faut que je fasse une pause. Et tu fais une pause, je lui dis, ben, attends un peu, voir. Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif? Quelle était pour toi, pour cet événement, la définition du succès? Quand elle extériorise cela, tu vois comment la pression baisse. Elle dit, ben, attends, mon succès, c'était faire ceci, faire cela. Je dis, ben, est-ce que tu as réalisé cela? Elle dit que non, mais j'ai fait déjà ceci. Je dis, bon, comme quelqu'un l'a dit, je vais donner un peu cette anecdote. Avec les femmes, quand on a 60% de qualifications, on se dit, non, on n'est pas qualifié. Les hommes, quand ils ont 60%, ils disent, allez, stop, il faut y aller. Et les hommes, ils tombent dans l'eau, ils nagent, ils apprennent à nager dans l'eau. Peut-être même à l'instant, ils ne savent pas nager, mais ils arrivent là, ils s'adaptent. Mais la femme étant super perfectionniste, ici, j'inclus un peu le genre parce que ça va aussi aider dans la psychologie quand on traite avec les gens. Les femmes vont toujours être dans le repli, elles vont toujours être là dans le sens de dire, prenons-nous pas la main, mais les hommes vont d'abord dire que, bon gars, on va tomber dans l'eau, on va se salir là un peu, ça fait rien, après ça, on va gérer. Mais maintenant, là, on y va. Et quand on se complémente, on arrive vraiment à tirer le meilleur de nous-mêmes. On arrive à tirer le meilleur de nous-mêmes. Donc, cette conférence, ça m'a beaucoup impressionné parce que ça me permet aussi, avec cet exercice, ça m'a permis aussi de détecter ça, surtout chez les enfants. Parce que les enfants, ils développent, ils copient un peu nos caractères inconsciemment. Et quand on fait certaines choses, on ne se rend pas compte. Et quand on revoit ça sur l'enfant, on dit, attends, voilà un peu le mécanisme qui est en train de se produire là. Si je laisse passer, si je tolère, je ne lui fais pas du bien. Je ne lui fais pas du bien. Eh bien, si tu arrives maintenant à lui dire que, ben, attends, pour voir, qu'est-ce que tu as pensé à faire à ça? Il dit, oh, voilà, j'étais en train de me dire ceci, comme ça, mais redéfinis-toi ton succès. Quelle est ta barre? Quelle est ta barre? Et être bienveillant. Et c'est ça que je vous donne ceci en passant, c'est soyons bienveillants envers nous-mêmes et aussi envers ceux qui sont autour de nous. Parce que c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte. Et pourtant, on subit cela d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà. Merci, Rosine. Merci. Ben, je ne sais pas si, j'ai vu Mère qui était connectée là, je ne sais pas si elle s'est déconnectée, elle voulait dire quelque chose. Oui, elle a pris le contrôle, non, elle est là. Alors, pour nous, on va laisser la parole à Mefa après. On vous remercie pour d'avoir été là, la conférence. Ça nous a fait, je fais un peu de publicité, donc c'est suite à l'atelier de bilan que j'ai vraiment pu parler du syndrome de l'imposteur. Et du coup, avec ça, j'ai pu mettre un mot sur le frein que je faisais, que ce soit au niveau professionnel. Et grâce à l'identification, donc j'ai pris des mesures en place, des points d'action. Et du coup, j'ai pu avoir confiance en moi et changer de carrière professionnelle. Donc, c'est vraiment un point à prendre pas à la légère. Et dans notre communauté,
on n'en parle pas. Du coup, ça m'a, quand Rosine est venue vers moi pour me proposer cela, alors j'ai dit oui, j'aimerais vraiment, le but de la conférence, c'est vraiment vous éduquer par rapport à ça. Vous savez que ça existe, parlez autour de vous. Vous savez maintenant les signes précurseurs, d'analyser et de vraiment mettre des points d'action. C'est un peu comme une sorte de petite, je peux dire, de wagon à chaque fois qu'ils s'associent. Donc, dès que si on parle autour de nous avec toute la communauté, on pourra essayer de freiner ce syndrome pour qu'il aille ailleurs, mais pas chez nous, et de nous pousser à atteindre nos objectifs et être des perfectionnistes. Voilà, c'est ça. Merci. Super, merci beaucoup. Alors, je laisse la parole à Murphy. Merci, merci. Je vous ai suivi de bout en bout. Et puis, d'après ce que je vois, j'ai l'impression que les personnes étaient vraiment contentes, qu'ils ont appris des nouvelles choses qu'ils vont implémenter dans leur vie. Est-ce que c'est le cas? Faites-moi le petit signe que je sache si c'était utile pour vous d'être là ce soir. Est-ce que c'est le cas? Allô, nous sommes ensemble ou pas du tout? Bien sûr que oui, je suis vraiment contente d'avoir participé à ce petit moment. Magnifique. Pamela, toi qui as pris en cours, est-ce que tu as appris quelque chose pour toi ce soir? Tu peux faire un pouce en l'air, hein. Si vous ne voulez pas parler, ce n'est pas grave. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je remercie les animatrices, les conférencières qui ont accepté de se prêter au jeu. Je sais que je vous ai capturé comme ça après l'atelier bilan, mais voilà. Vous avez su jouer le jeu, donc merci. Et puis, rendez-vous à une prochaine vidéo. J'imagine qu'on vous a donné la suite des événements des semaines et des mois à venir. On a eu des contretemps avec notre atelier leadership que vous attendez tant et tant et tant et tant. Sachez que des nouvelles dates sont en train de se préparer, hein. Malheureusement, on a essayé de trouver une autre conférencière qui va prêter ça en attendant que notre formatrice attitrée puisse mettre de l'ordre dans son organisation. Comme j'ai vu que ça tenait beaucoup à cœur à nombreux d'entre vous, donc on va revenir vers vous, ou vous pouvez aussi venir vers nous pour dire que vous êtes toujours intéressés, pour manifester votre intérêt afin qu'on vous communique rapidement des nouvelles dates. Donc, voilà. Merci et puis bonne soirée. Je vais rester encore avec Naomi qui vient d'arriver et puis Rosine, s'il te plaît, Aka, s'il te plaît, qui d'autre? Ferry, si ça va pour toi. Les autres, on reste en contact inbox et dans les groupes. Merci et puis bonne soirée. Sauf si vous avez quelque chose à dire. Ou d'autres. Je crois qu'Aya a dit que ça l'a touché le petit bout puisqu'elle nous a pris en cours. Mais elle a encore soif. Donc... Elle a encore soif. Non, vous connaissez la bonne nouvelle. Elle a dit qu'elle va participer à la télé. Est-ce que Raouf, tu peux arrêter l'enregistrement, s'il te plaît? Je sais pas. J'arrête. Donc,